Merci, merci aux 3 entreprises qui ont accepté de témoigner sur ce retour d'expérience autour de l'articulation justement entre le QSE et les démarches RSE. Vous avez tous les 3 volontiers accepté de témoigner, mais je pense que la première et la moindre des choses, c'est d'abord de pouvoir vous présenter en quelques mots, puisqu'on aura différents temps dans cet échange. Et on va commencer par les présentations. Céline, est-ce que vous voulez bien commencer à présenter donc, qui vous êtes et votre entreprise? Oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Céline Marotte. Je suis responsable QSE RSE de la société Paturle Acier. Donc la société Paturle Acier, c'est une société, on fait de la métallurgie, on est lamineur à froid, c'est notre spécialité. Et on est situé en Chartreuse, donc en Isère, dans la montagne, pas loin de la fabrication de la liqueur de la Chartreuse. Et je vous raconterai un petit peu l'historique de l'entreprise juste après, mais il y a un vrai lien entre les moines chartreux qui fabriquent la Chartreuse, que vous devez peut-être tous connaître, en digestif, et l'entreprise Paturle Acier. Merci Céline. Sylvain? Bonjour à tous. Donc je me nomme Sylvain Priou. Je suis directeur QSE RSE de l'entreprise Abalone. Donc Abalone est une entreprise d'emploi, intérimaire, CDD, CDI. On a environ 80 agences implantées en France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, bientôt Suisse et Pologne. Et donc cette société a été créée en 91. Cette partie RSE, en fait, cette partie un peu sociale, fait partie de l'ADN de l'entreprise de par notre métier. À 50%, on fait du social, malgré la réputation que peuvent avoir les entreprises de travail temporaire. Je pourrais vous en expliquer un peu plus longuement. Merci Sylvain. Et Denis? Oui, bonjour à tous. Denis Matuzac, là je travaille chez Veolia. Donc on a 3 grosses activités, l'eau, le déchet et l'énergie. Et je suis directeur qualité méthode sur la partie recyclage et valorisation des déchets donc en France, sur la partie France. Et donc on intervient sur le cycle, sur tout l'ensemble du cycle du déchet, de la collecte jusqu'à la transformation, valorisation de ce déchet donc en matière ou en énergie, en passant par les étapes de tri et de transformation. Donc RVD, donc, on est 15 000 personnes en France, donc réparties sous 8 régions, donc avec un siège à Paris et 2 autres filiales également. Et on couvre 400 sites en France, donc des agences de collecte au centre de tri, à des usines de valorisation énergétique. Merci Denis. Donc vous l'avez entendu, des activités différentes, des tailles d'entreprises différentes, des territoires différents. Donc on ne pouvait pas faire mieux comme échantillonnage pour avoir une idée de la façon dont on peut déployer finalement une démarche RSE avec un socle déjà présent de QSE, puisque vous l'avez tous exprimé, vos entreprises ont déjà un âge avancé, si je peux parler comme ça d'entreprise. Hein, Céline? Oui. Voilà. Donc effectivement, les démarches sont mises en place déjà depuis un long moment. Par contre, de basculer, de passer le cap à vouloir intégrer la RSE, ça se passe pas non plus toujours si simplement que ça. Et c'est pour ça que vos retours d'expérience vont être intéressants à écouter. La première question qu'on peut se poser, notamment pour commencer, c'est de se dire un petit peu quelle organisation on va prendre pour faire des audits régulièrement, tant sur le QSE que des évaluations engagées RSE. J'ai vu tout type d'organisations différentes. Donc ce qui sera intéressant, c'est de connaître la vôtre, celle que vous avez mis en place ou testée, voire modifiée au fur et à mesure. Et donc, finalement, on entre un peu sur une notion d'organisation-gouvernance. Céline? Alors, je commence.
Alors, juste pour finaliser la présentation de l'entreprise, et après je répondrai à votre question, Vincent. Nous, on existe depuis 1888. Donc, c'est les pères Chartreux qui fabriquaient la liqueur à la base, qui avait aussi une petite activité de taillanderie. Donc, en fait, ils faisaient de la forge pour forger, pour avoir des outils pour pouvoir tailler le bois, avoir des petites limes aussi. Donc, c'est eux qui forgeaient leurs outils. Et en fait, il y a Monsieur Paturle qui est passé par là dans les années 1888 et qui a trouvé que cette activité était très, très intéressante. Et il a fait une proposition malhonnête aux pères Chartreux, c'est de leur racheter pour un franc symbolique la société. Ce qu'ils ont volontairement et gentiment accepté parce que ça ne les intéressait pas d'avoir de l'argent, de faire de l'argent sur cette activité. Et donc voilà comment la société Paturle-Acier est devenue Paturle-Acier. Ce sont les pères Chartreux qui ont cédé cette activité. Voilà, donc juste pour dire que notre activité de laminage à froid existe depuis 1888. Et on est encore là et on est à peu près sur la même localisation. Donc on est une vieille entreprise, on est certifié ISO 9001 depuis les années 2000. En 2007, on a fait la certification ISO 14001 et après on a enchaîné avec l'OHSS 18001 puis la 45001. Là, on est sur une 50001 en ce moment sur la partie énergétique parce que vous pouvez imaginer que la mineure à froid, on utilise quand même beaucoup d'énergie. Et on travaille aussi en parallèle sur la RSE. La gouvernance, parce que c'était la question. Je reviens à la question. Oui, mais la culture d'entreprise et l'histoire ont le sens aussi et ont du sens. Oui, c'est important. Bien sûr, c'est pour ça que je reprécise. On est une vieille entreprise avec, on va dire, et je fais partie du comité de direction, mais on a quand même un comité de direction qui est plutôt vieillissant, on va dire, avec des gens qui sont là depuis très longtemps. Et la RSE, ça ne leur parlait pas forcément. Donc moi, je suis la petite jeune du comité d'entreprise. Du comité de direction, pardon. Et donc, quand moi, en 2015, et quand on a passé les versions 2015 de la 9001 et de la 14001, j'ai eu une révélation sur la RSE. Alors, pas avant, désolé. Mais en tout cas, pour moi, la RSE, alors on était déjà bien engagé dans des politiques environnementales de développement durable, mais la RSE est vraiment devenue une évidence en 2015. Je pense que quand on a vraiment retravaillé nos parties prenantes, pour moi, c'était une évidence. Et là, il a fallu l'introduire auprès de la direction qui était plutôt vieillissante, un site Céveso. Donc, on est Céveso seuil bas, donc on a des problématiques quand même sur la partie réglementaire qui sont importantes et environnementales. Et donc, pour l'introduire vraiment, j'ai décidé de le faire sous forme de jeu. Donc, on en avait parlé avec Vincent. On a fait du co-développement. Donc, j'ai animé une séance de co-dev. Le matin, on a fait un jeu sur la partie développement durable plus traditionnelle. Et l'après-midi, on a fait du co-dev. L'idée, c'était d'introduire la RSE et de pouvoir attirer l'attention aux autres membres du comité de direction sur ces sujets qui, pour moi, étaient fondamentaux. Sauf que je paraissais un peu peut-être illuminée et peut-être un petit peu trop dans la volonté de changement. Je pense que ça leur a fait peur. Donc, on va dire qu'au tout début, ils n'ont pas vraiment accroché. Et finalement, j'ai retravaillé ma présentation en essayant de travailler sur chaque personnalité du comité de direction. Le directeur général, c'est le directeur commercial. Et en fait, la RSE, ça ne lui parlait pas, sauf quand je lui ai montré les clients qui nous demandaient une charte RSE. Ah, il m'a dit, ah ouais, pas mal. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Après, quand on a commencé à travailler avec le directeur financier aussi sur la RSE, ça ne lui parlait pas trop au début, puis finalement, il a commencé à y trouver un intérêt. Finalement, la RSE, ce qui est facile pour moi, avec du recul, c'est que chaque membre du comité de direction a un vrai intérêt à travailler sur la RSE. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais plus loin ou je laisse la suite. Là, ça a lancé justement l'élément qui a fait la prise de conscience Exactement. Au sein du comité de direction. Donc, ça répond en partie. Votre question. Ouais, c'est ça. Pardon. Merci Céline. Sylvain. Alors, moi, je vais plutôt intervenir sur les outils RSE. Comme je vous ai dit, je suis QSE et je suis devenu RSE derrière, comme beaucoup de personnes sont devenues ou vont devenir. C'est on va dire le cheminement logique.
Depuis que j'ai pris la fonction RSE, je suis bombardé de mails de prestataires qui me proposent le logiciel miracle pour gérer mes actions RSE, tous les éléments RSE. Alors, nous sommes labellisés AFNOR RSE engagé, niveau exemplaire, et nous sommes aussi au Pacte mondial, anciennement Global Compact. On a commencé en fait avec eux. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait des actions que l'on pouvait rattacher à la RSE qui n'étaient pas valorisées. Je ne parle pas d'une valorisation vers l'externe, ça c'est facile. Faire de la com vers l'externe, c'est facile. Faire la com vers l'interne, c'est un peu plus compliqué. Donc on avait besoin de ce côté-là. Ça nous a servi dans ce sens. Et ensuite, on est passé à la labellisation RSE, ce qui était une logique. Maintenant, pour revenir sur les outils, mon plan d'amélioration, c'est exactement le même que mon plan d'amélioration QSE. Un fichier Excel. J'ai mes axes stratégiques, action, pilote, délai, je ne vous fais pas le dessin, vous connaissez tous ça. J'ai aussi un tableau de bord des indicateurs. Oula, attendez, je viens de dire 2 gros mots, excusez-moi, j'ai des KPI, ça fait plus sérieux. Quand on fait de la RSE, il ne faut pas hésiter, du KPI, de l'inclusion. Vous mettez inclusion à peu près sur toutes les lignes de vos rapports et vous allez voir, ça va être... Et donc la difficulté que l'on peut avoir par contre en tant que QSE, RSE, c'est de se dire, la casquette aujourd'hui, elle est plus d'un côté ou plus de l'autre. Exemple, je peux me féliciter, j'ai de plus en plus de collaborateurs qui viennent en trottinette. Excellent pour mon bilan carbone. C'est bon pour mon bilan carbone. Sauf qu'avant, quand ils se plantaient en voiture à 10 km/h, c'était de la tôle froissée au maximum, plutôt une rayure. À 10 km/h, ça peut être un pronostic vital engagé. Je mets où mon curseur par rapport à mes KPI? Et là, ce n'est pas évident. La grosse différence aussi, c'est qu'en qualité, si vous êtes mauvais, si nous sommes mauvais, ça ne dure pas longtemps, le c'est aussitôt. Réclamation client, que ce soit sur les délais, sur la prestation de service, sur un dimensionnel produit. On va se prendre une non-conformité AFNOR, par exemple. Par contre, en RSE, s'améliorer. La plupart des labels en RSE sont du déclaratif. Donc, vous pouvez mentir. Pas de problème. Qui va les vérifier? Alors, j'exagère en disant ça, mais pas que. Mais pas que. Moi, je vends la RSE en interne pour l'interne. Ensuite, ça sert effectivement à l'extérieur. Mais c'est avant tout pour l'interne. Comment on valorise nos équipes? Comment on valorise le travail de nos équipes? En fait, les RSE, c'est quoi? C'est de vous poser la question, pourquoi les gens sont toujours chez vous? Pourquoi ils restent chez vous? Juste pour le salaire? Je ne suis pas persuadé. Et d'essayer de voir quelles sont les raisons, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à attirer des talents, qu'est-ce qui fait que nos talents restent, et c'est de plus en plus difficile à les faire rester et à les faire venir. Donc voilà un peu mon image de la RSE, c'est vraiment de dire faites-le pour vous avant de le faire pour l'extérieur. Est-ce que vous avez senti, pour le lien avec la gouvernance, des freins, ou plutôt une volonté d'aller dans le même sens, une compréhension de tous au sein du comité de direction? Alors moi j'ai une gouvernance niveau direction, mon patron est un créateur de l'entreprise en 91, un ayatollah de l'environnement, c'est-à-dire qu'en 2009 on a eu le premier siège social HQE, privé, machin, etc. Ensuite 2011 c'était les premiers achats de voitures électriques, je vous dis pas l'autonomie. Et alors là, pour attirer les talents, c'est un peu plus compliqué. Quand on leur dit qu'ils ont 150 km d'autonomie, ça les change de leur gros diesel. Il y a une volonté à ce niveau-là. Maintenant, ce n'est pas imposé. C'est-à-dire que moi, je demande que les actions viennent des agences. Faire de la RSE sur un siège social, fastoche. Faire de la RSE sur une unité de production, OK, sur 2-3 sites, OK. Quand vous avez 80 agences étalées sur le territoire, c'est pas simple. Quand je dis c'est pas simple, soit on peut choisir des solutions de facilité pour récupérer par exemple les vieux papiers, même s'il y en a de moins en moins, je vais prendre des prestataires, La Poste, l'IRECO qui vont le faire. Solution de facilité. Moi je préfère que chaque agence se renseigne, voit avec quelle assoce elle peut bosser. Et ensuite ces agences vont se dire ah putain, l'assoce en plus elle est géniale, ils font telle chose et telle chose, du coup on va faire telle animation avec eux. Ce qui veut dire qu'on a des animations qui viennent des régions, qui viennent des territoires, qui sont vraiment complètement différentes les unes des autres. Et ça enrichit. Donc on fait un rapport annuel qu'on balance bien sûr à toutes les agences, et les agences disent ah mais à Colmar qui fait telle chose, moi je suis à Pau mais je pourrais le faire aussi, et ils vont rentrer en contact et vont s'arranger. Et donc en fait c'est plus le côté ça vient de la base.
Avec le challenge, quelque part, en se challengeant par agence, dans bienveillance. En toute, ouais, alors, je déteste ce mot bienveillance parce que chaque fois qu'il est un utilisé, c'est une catastrophe en général. C'est vrai. Tous les gens qui disent qu'ils sont bienveillants, C'est vrai, on a une c'est facilité une à catastrophe. l'employer. Donc là, c'est plus de se dire, ah c'est sympa, je pourrais peut-être C'est faire la même sympa, chose. Voilà, c'est Ouais. sympa. Bah, ça me va bien. Merci Sylvain. Denis, sur le démarrage de la démarche RSE. Voilà, on va parler de gouvernance. Voilà. Donc, nous, avec 400 sites, 8 régions, 15 000 personnes, avant 2021, on était organisé, on avait des SMI. On avait 14 SMI sur l'ensemble de la France et j'étais moi-même à l'époque directeur QHSE d'une région où j'animais un SMI. Donc, par une volonté de simplification et de performance et donner du sens surtout à nos parties prenantes et surtout à nos salariés, on décide en 2021 de créer un seul système national de management de la performance plurielle. Je vous expliquerai ce que c'est chez nous. Et voilà, un seul système pour manager toute l'entreprise. Et donc, c'est parti déjà de la raison d'être. En 2019, Veolia s'est doté d'une raison d'être, qu'on n'a pas créée, c'est pas un coup de pub ou de commerce. On a consulté toutes nos parties prenantes, que ce soit interne et externe. Interne, le conseil d'administration, donc le COMEX, les CSE, les représentants du personnel, quelques salariés volontaires. Également avec les parties externes. Donc on a créé une association de parties externes qui s'appelle Critical Friends, qui sont composées de personnalités internationales du milieu de la civile, hein, donc d'institutions internationales, mais d'organisations qui ne sont pas gouvernementales, ainsi qu'un panel de représentants du grand public pour créer cette raison d'être. Et ce Critical Friends sont régulièrement chaque année, donc on les consulte justement sur nos stratégies et ils nous critiquent et on regarde nos stratégies. Donc ça, c'est notre performance plurielle. Peut-être si vous voulez lancer, on a une petite vidéo d'1 minute sur notre raison d'être pour mieux comprendre. C'est vraiment le point de départ de notre système de management national qu'on a mis en place. Je reviendrai sur cette slide. Non, c'est pas celle-ci, c'est la première slide. Non. Donc un SMP alors, un système de management. Voilà, de la donc on a voulu casser les codes, ça va être ça, oui, casser les codes des systèmes de management intégrés, de certification. Nous développons et ancrons dans les territoires des solutions qui dépolluent et préservent nos ressources vitales de l'épuisement. Des solutions qui décarbonent nos modes de vie et de production et les adaptent aux conséquences du dérèglement climatique. Nous nous mobilisons partout dans le monde, dans le respect de chaque culture. Pour améliorer la santé et la qualité de vie des communautés humaines. Chez Veolia, nous voulons être utiles au plus grand nombre, en traitant comme un tout indissociable les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. La transformation écologique. C'est notre raison d'être. Donc effectivement, ça c'est le point de départ qui nous donne du sens en interne et en externe. Et donc à partir de cette raison d'être, donc on a mis en place la performance plurielle. Donc on s'est inspiré des 17 ODD de l'ONU et on a pris un engagement en face de chaque ODD. Donc on a défini des objectifs et des cibles précises qu'on suit en termes de performance. Et donc on suit à travers tous nos différents comités. Et on a conçu notre système de management par rapport à cette performance plurielle. Donc le SMP, c'est aujourd'hui effectivement SMPP. Système de management de la performance plurielle. Pluriel. OK. Ce qui veut dire ce que ça veut dire sur la partie plurielle. Ça sous-entend. Ça veut dire que pour reprendre l'expression de mon PDG, donc une entreprise est prospère si elle est utile. Si elle est utile pour
par toutes ces parties prenantes. Hein. Donc, nous, on a identifié 5 dimensions, planète, les clients, la société, donc le social, et donc la partie économique et financière. Voilà. Est-ce que ça sous-entend que la fonction QSE, par ce SMPP, prend un rôle aussi peut-être, ou prend un peu plus de hauteur dans la planification et le faire vivre du système, et en plus a été un des acteurs aujourd'hui? Est-ce que c'est l'acteur de la démarche RSE de l'entreprise? Parce que ça sera une question aussi à l'ensemble des participants. Est-ce qu'aujourd'hui la fonction QSE porte la RSE dans l'entreprise, est un des acteurs qui la porte? Pas forcément. Donc là, au départ, donc on a vraiment mis en place ce système de management par volonté de simplification et de performance. Donc on l'a co-construit avec l'ensemble des régions, hein, qui avaient leur SMI. Et on est parti on s'est inspiré de la norme ISO 9001, donc on a créé nos processus. Hein, donc on a cherché quel processus était le plus contributeur à notre performance plurielle. Et donc on a défini 10 processus. On a nommé des pilotes qui sont au niveau national. C'est des gens du COMEX qui ont ensuite co-animé ces processus avec les différentes régions, avec leurs communautés. Et nous, QSE, on a été juste animateurs de cette démarche. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas les spécialistes de la RSE. Donc la RSE, c'est l'ensemble. Hein, donc, et forcément, oui, aujourd'hui, il faut qu'on prenne ces sujets parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les gens du marketing chez nous sont sollicités par des clients. Ouais, qu'est-ce que vous faites en RSE, tout ça. Donc, ils aimeraient créer des systèmes parallèles et surtout pas. Il faut que aujourd'hui nos fonctions QSE, on prenne ce sujet. Donc, autrement, ça va être un système parallèle et ça va vous casser le système. Et aujourd'hui, ça donne du sens justement. Et on va retrouver tous les aspects QSE, aussi bien qualité sur les clients, sur la partie environnement, sur la partie santé et sécurité avec les salariés. On se retrouve. Voilà. Et c'est beaucoup plus vaste. Du sens, c'est éviter les systèmes parallèles. Est-ce que chez Paturl, ça a été la même logique? Oui, alors pas au début. Pas au début. Au début, c'est moi qui ai vraiment porté la RSE parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Une fois qu'on avait fait ce petit jeu, on va dire, et qu'ils avaient vraiment compris l'intérêt pour chacun de travailler sur le sujet, on est passé au niveau supérieur, on a vu des conférences. Ils ont commencé à se documenter un peu plus, les gens du comité de direction. Et en fait, on a eu à un moment donné dans la vie de l'entreprise une modification de stratégie. Et donc moi, j'ai vraiment saisi l'opportunité. C'est pour ça que je dis souvent que pour le QSE, j'ai l'impression que je suis en train de vivre une transformation de mon métier. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est pas que j'aime pas mon métier tel qu'il est, mais je trouve que je prends de la hauteur par rapport aux problématiques que je gère au quotidien. Le QSE, c'est très bien. La RSE, c'est un prolongement du QSE, mais de façon un peu plus stratégique, un peu plus haute, quoi. Et moi, je suis complètement d'accord de ne pas faire un second système. Et nous, on a pris le sujet de façon stratégique. Donc, quand il a fallu travailler sur la stratégie de l'entreprise, on a travaillé dans la nouvelle stratégie de l'entreprise sur les piliers de la RSE, en fait. Finalement, notre stratégie d'entreprise, donc là, on ne parle plus juste de QSE, hein, on parle de stratégie de l'entreprise Paturl-Acier. Elle est basée sur les piliers de la RSE. Et ça, c'est venu... En fait, quand on a commencé à en discuter, moi, je n'avais pas poussé forcément pour que ça soit de la RSE, mais finalement, quand on a déterminé nos nouveaux piliers, on s'est rendu compte que les nouveaux piliers sur lesquels on voulait partir sur la stratégie de l'entreprise, ça correspondait aux piliers de la RSE. En s'orientant sur la 26 000 ? Ouais, alors moi j'avais fait tout un travail derrière, c'est-à-dire que effectivement c'est moi qui avais préparé les slides. Je voulais pas, et d'ailleurs on parle pas de RSE chez Paturl de façon ouverte, on parle de stratégie d'entreprise où à l'intérieur il y a de la RSE. Alors du coup on est peu visible sur notre stratégie RSE parce qu'on l'appelle pas comme ça, c'est notre stratégie d'entreprise. Mais ça passe crème, on va dire, parce que finalement on fait de la RSE tous les jours, elle est pilotée, elle est portée par la direction de l'entreprise finalement, parce que c'est la stratégie de l'entreprise, et on ne se rend pas compte qu'on fait de la RSE en faisant de façon plutôt, en tout cas de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on prend les sujets de la bonne façon, on essaie de travailler dessus de la bonne façon. Maintenant, il faut qu'on arrive à retravailler peut-être notre com externe, mais on n'a pas de service communication, parce qu'on est 200.
Donc on n'a pas de service com. Donc là-dessus, c'est un peu, on n'arrive pas, on va dire, à valoriser les efforts qui sont faits. En interne un peu plus, parce qu'en interne, ça correspond aux valeurs de l'entreprise. Et donc les gens, même si ce n'est pas de la RSE, les valeurs de l'entreprise sont connues et sont portées par les salariés. Donc oui. Donc on n'a pas créé un deuxième système, on a retravaillé notre stratégie en incluant les piliers de la RSE à l'intérieur et ça va très bien, c'est assez simple à gérer. Merci Céline. Sylvain, chez vous justement, entre la fonction QSE, la RSE, comment ça s'est un petit peu... voilà, comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait dans la continuité, le fameux 2 systèmes en parallèle à éviter? Est-ce que la technique pourrait passer le fameux slide de tout à l'heure, s'il vous plaît? Pour vous montrer, je vais me lever, ça a été un peu plus simple, je sors un peu de la lumière, mais au départ, on a essayé de voir c'est quoi notre métier. On parle de RSE, on parle de beaucoup de choses, mais déjà, c'est quoi le métier du travail temporaire chez nous? Et chez nous, il y avait déjà, ce que j'expliquais tout de suite, de par l'ADN de notre patron, la partie environnementale. Ça, c'était une évidence, on ne pouvait pas l'enlever. Nos intérimaires, qui nous font vivre. La société civile, le fait d'être un partenaire durable, pardon. Nos collaborateurs, bien sûr, et nos clients, nos prestataires. Par rapport à ça, voilà, on a fait cette espèce de petit dessin joli, là. Mais depuis, et ça fait maintenant depuis 2017-2018, on fonctionne par rapport à ça. Tout à l'heure, mon collègue de Veolia parlait des ODD. Effectivement, les ODD, on les a calés aussi par rapport, pour dire, au niveau collaborateur, voilà, quels sont les ODD. Mais alors attention, hein, si j'ai pas d'ODD, par exemple, protection des océans dans le travail temporaire, c'est un peu compliqué la protection des océans. Eh ben non, on a trouvé une solution. On a trouvé une solution à pas cher. On a organisé un concours de dessin pour les enfants du personnel. Pour vous, la protection des océans, c'est quoi? Mais en fait, c'était un gros succès parce que les parents s'y sont mis. Les nourrices, les grands-parents, etc. Ça a été une compétition des gamins. Bien sûr, tout le monde avait gagné. Tout le monde a gagné. Tout le monde a eu son petit truc. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des actions qui ne coûtent pas cher. Déjà, c'est de la RSE. Et là, c'était surtout de se dire, mais de la RSE, en fait, avant de prendre le label, avant de prendre tous les référentiels qui peuvent exister, est-ce qu'on fait de la RSE déjà chez nous? Parce que moi, vous demandiez à une agence, d'après toi, chez Abalone, on fait de la RSE? Ouais, je crois, mais c'est Sylvain. Ah bon? Ça t'arrive jamais de donner un coup de main un peu particulier? Ah ben si, l'autre fois, j'ai appelé le banquier pour lui dire que pour Rémi, son petit crédit qui demande, bah voilà, nous, le Rémi, on a au moins 4 mois de travail pour lui, donc on passe un petit coup de fil au banquier et hop, ça s'arrange. C'est de la RSE, ça rentre pas dans les KPI. Le fait de recevoir des petits jeunes, des stagiaires, etc., on fait de la RSE. Enfin, il y a plein de choses qui sont déjà dedans. Il y a plein de choses qui sont déjà dedans et il a fallu mettre ça un petit peu en image et en musique. Donc c'est parti de ça et ensuite ça s'est fait de manière naturelle. Merci Sylvain. Denis, l'animation finalement de cette démarche SMPP dans laquelle la RSE a effectivement toute sa place, il y a forcément une animation, comme vous l'aviez dit, on est animateur de ce SMPP. Comment ça fonctionne? La fréquence, qui est présent? Comment on s'assure que les choses avancent comme il faut et que finalement, il y a un peu cette notion de rendre compte et rendre concret la vision de la RSE? Tout à fait. Donc, elle s'anime à plusieurs niveaux. Donc, déjà, si on commence au plus haut niveau, donc on a décrit un programme de management un peu classique, comme on peut faire dans une démarche QSE, en couvrant 1 ou 5 dimensions de la performance plurielle. Et chaque processus, avec un pilote, porte certaines dimensions qui va animer à travers sa communauté. Par exemple, un directeur de service aux entreprises, donc au niveau national, donc il est pilote de cette activité, donc il va animer tous les DSE de France. Ils vont se réunir tous les mois, soit en visio, soit en présentiel, donc avec des rituels d'animation sur toute l'année. Ils vont faire déjà, ils sont mis d'accord sur des KPI qu'ils vont suivre, donc sur des objectifs, des cibles, et puis ils vont les suivre
tous les mois à travers ces communautés avec des plans d'action qui vont suivre à plusieurs niveaux. On a repensé les KPI, est-ce que l'introduction de la RSE a fait qu'on a repensé les KPI d'une autre façon? Parfaitement, oui. Donc, on a vraiment réfléchi à certains KPI qui étaient du domaine financier qui sont devenus dans le domaine de l'environnement. Donc, ils ont été revus, puis l'objectif a changé finalement de cette vision-là. Donc, et donc, régulièrement, donc, avec le COMEX, on reprend l'animation. Donc, on fait un point tous les trimestres, où on va regarder notre trous de la performance plurielle avec les différentes cibles. Est-ce qu'on les atteint ou pas? Et c'est les pilotes de processus qui sont membres du COMEX qui vont commenter pourquoi on n'est pas au résultat et quels sont les plans d'action qui sont en cours. Donc, et voilà, on le fait tous les trimestres avec le COMEX et ça s'anime ensuite via les communautés, via les processus. Et dans les régions, ils feront pareil. Vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, le socle qualité, vous avez parlé, on est reparti, on avait les processus. Est-ce que la démarche RSE a fait qu'on a repensé les processus? Est-ce qu'on a fait infuser de la RSE à l'intérieur des processus? Tout à fait, oui. Donc, on a repositionné tous les processus, on les a redéfinis. Donc, quels étaient les processus les plus contributeurs à notre performance plurielle? Donc, voilà. Ça a changé la cartographie. Ça a changé la cartographie. Ouais. Donc, on est resté sur 10 processus. On a 10 processus et vraiment ciblé quels étaient les plus contributeurs. Voilà. Donc, voilà, ça a redéfini la cartographie. Merci Denis. Céline, justement, cette introduction de la RSE, quand on en avait parlé ensemble, vous m'avez dit, nous, on l'a orienté un peu mode de projet. Oui, tout à fait. Donc, je reviens sur ce que je disais. La stratégie donc, a été déterminée. Après la stratégie, on a créé, donc on a 5 points stratégiques aussi. Et donc, chaque thème stratégique a un leader qui fait partie du comité de direction. Et donc, chaque leader a fait un appel à projet par rapport à des projets qui correspondent aux axes stratégiques qu'on a déterminés. Et donc, on a eu un appel à projet pendant 4 à 6 mois à peu près, suivant les leaders qui avaient lancé les projets. Tout le monde a pu participer. Donc de nos salariés, de nos opérateurs jusqu'aux managers. Donc tout le monde a pu donner une idée de projet qui rentrerait dans cet appel à projet. Et après, on a fait un comité de pilotage et un comité décisionnaire pour voir quels étaient les projets qui répondaient le mieux aux axes stratégiques qu'on avait déterminés. Et donc, on a déterminé un certain nombre de projets. Pour les 3 premières années, on a déterminé 8 projets. Alors, on n'est pas beaucoup, hein, mais 8 projets quand même à démarrer, avec un budget pour chaque projet qui a été donné qui a été accordé par la direction de l'entreprise. Et après, on a démarré les projets. Et donc, il y a un projet qui me tient à cœur, mais je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou pas. Oui, je pense que vous pouvez. Il y a un projet qui, pour moi, était très, très important et que j'ai bien mis en avant. Alors, c'est mon assistante, en fait, qui a commencé à m'en parler. Et puis après, j'ai porté le projet, comme je suis leader de la partie d'un des axes stratégiques. Et donc, c'est le projet perpétuer notre ancrage territorial. Parce que pour moi, on est une vieille société, donc 130 ans d'expérience. On a beaucoup d'histoire. Les anciens de chez nous connaissent l'histoire. Il faut savoir que nous, on est une entreprise familiale. Donc, les gens qui travaillent chez nous, leurs parents, alors leur papa a travaillé chez nous. Et de temps en temps, leur grand-père a travaillé chez nous aussi. Et maintenant, on a les petites filles, parce qu'en fait, on ouvre beaucoup le métier de la métallurgie aux femmes. Donc, c'est aussi un sujet qui est important pour moi, mais je ne pourrais pas vous parler de tout. Parce que j'ai beaucoup œuvré aussi pour la féminisation des salariés dans l'entreprise. Et donc, on a mené beaucoup de projets sur l'ouverture des postes qui étaient des postes que pour les hommes à des femmes. Alors, sur 120 opérateurs, on n'a que 4 femmes, mais pour moi, c'est une vraie victoire quand même. Ceci dit, ce n'est pas de ce projet-là dont je voulais vous parler. C'est le projet Ancrage territorial. Et donc, on a monté tout un projet et c'est mon assistante
qui est l'assistant de qualité de mon service, qui a été copilote avec moi sur le projet patrimonial. Et donc là, on a fait tout un projet pour, alors, dans un premier temps, ouvrir les portes de l'entreprise, marquer notre ancrage territorial en travaillant avec nos parties prenantes locales, parce que c'est vrai qu'on est une entreprise Céveso, donc on ne fait pas trop de pub sur les entreprises Céveso parce que ça fait un peu peur. Ceci dit, on ouvre aussi très peu les portes, malheureusement, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire voir ce qui se passe. Et moi, je pense que c'est une erreur, parce que si on ne fait pas connaître nos métiers qui sont en train de disparaître, il ne faudra pas se plaindre quand ils auront complètement disparu. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse vulgariser un peu les métiers, les ouvrir les portes, et puis parler aussi de notre histoire. Il y a plein de start-up qui n'ont pas d'histoire, qui se construisent des histoires un peu fun pour dire génial, on est une start-up, venez travailler chez nous. Nous, ce n'est pas une histoire fun, c'est une histoire qui est géniale parce qu'en fait, c'était des moines qui fabriquent de la chartreuse qui ont créé cette entreprise. Atypique. Et maintenant, c'est complètement atypique, mais il faut le vendre, quoi. Alors, comme on n'a pas de service com, c'est moi qui fais le service com. et j'essaye de vendre cette histoire qui, pour moi, est très intéressante et puis qui permet aussi de donner du sens. Parce que derrière ce projet ancrage territorial, il y a aussi une volonté de toucher en local, les gens en local, de raconter notre histoire aux jeunes qu'on vient d'embaucher, leur dire on n'est pas juste une entreprise qui fait du bruit, qui a des produits chimiques, qui est Céveso, on est aussi une entreprise qui a une histoire. Les machines qu'on a, ce n'est pas des vieilles machines un peu pas terribles. En fait, non, elles datent des années 60. Elles ont été fabriquées dans des aciers tellement résistants qu'elles sont encore debout. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de valoriser notre patrimoine pour pouvoir donner de l'attractivité à nos métiers, garder les gens qui sont chez nous et rameuter un peu tous les jeunes qui ne savent pas quoi faire et qui veulent travailler, on les embauche. Merci Céline. Voilà. Ce projet spécifique patrimoine, on ne le voit pas forcément de partout. Alors vous avez une histoire et plein d'éléments qui pouvaient concourir à ce qu'il y ait une réflexion sur le sujet, et notamment l'attractivité. Ouais. C'est ce que vous avez... Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que je n'ai pas tout dit, mais on a fait un musée. Voilà, on a créé un musée éphémère pendant les journées du patrimoine pour montrer un peu aux locaux ce qu'on faisait. Ce musée, on l'a rapatrié chez nous pour faire un musée chez nous pour que les gens y voient un petit peu l'histoire de l'entreprise. Et puis on a ouvert les portes aux lycéens, aux collégiens, de tous ceux qui voulaient venir visiter l'usine. Et puis voilà, on a fait des portes ouvertes. Et puis la suite, c'est des journées famille qui étaient inenvisageables avant. Et puis tout ça, ça nous a apporté des CV parce qu'il y a des gens qui ont visité le site et qui nous ont dit en fait moi ça m'intéresse, donc des CV, les parties prenantes. Il y avait des gens de l'Adréal qui sont venus visiter, qui m'ont dit quand on le voit d'un autre côté plutôt qu'en inspection, c'est sympa aussi. Donc voilà, l'idée c'est aussi de travailler avec tous nos parties prenantes. Voilà. Merci Céline. J'arrête. Mais vos trois expériences sont intéressantes. Je pense qu'on pourrait y rester beaucoup plus longtemps que ça. Sylvain, quand on avait aussi un peu préparé ce temps-là, le côté humain revenait beaucoup. Alors forcément lié à l'activité, forcément lié aussi peut-être à redorer l'image d'une activité pour laquelle peut-être pendant des années on a matraqué des mauvaises idées. Mais c'est vrai que c'était surtout ce terme-là qui revenait de façon prépondérante. Et je vais un petit peu jouer sur l'axe de la labellisation engagée RSE. Ça veut dire quoi être exemplaire dans le métier de l'intérim ? Alors chez nous, en fait, c'est un hasard, vu que lorsque j'ai proposé donc à ma direction d'aller vers ce label, label RSE, mais j'avais pas trop percuté qu'il y avait un peu comme le bac, la mention bien, très bien et autres. Ok, très bien. Après, nous ne sommes pas à 100% sur tous les sujets, on le sait et on le vit très bien. On fait par rapport à la taille de notre entreprise, on fait par rapport à nos moyens, on le fait par rapport à nos priorités. Les priorités, elles changent vite. Elles changent vite. Elles peuvent changer par rapport à l'environnement national, international. Et donc, on a eu la surprise de voir qu'on était labellisé exemplaire. Bon, ça, ok, c'est génial. Mais en fait, ce qui est important, parce que dans la difficulté dans la RSE, si vous voulez, c'est que la RSE, ça s'adresse, même quand on entend les discours là, au comité de direction
et à l'encadrement. Au niveau des opérateurs de fabrication, au niveau des opérateurs de base, au niveau des intérimaires, c'était beaucoup plus compliqué. Donc le challenge pour moi, c'est de dire comment est-ce qu'on met tout le monde, comment est-ce qu'on implique tout le monde, sans forcément parler de RSE, on fait des actes RSE, mais on essaye d'impliquer. On a fait, nous, une grosse opération, parce qu'on a aussi une fondation. Alors après, c'est pareil, je veux dire, une fondation, c'est un peu facile. On a une fondation, on donne de l'argent à des associations, etc. On veut aller plus loin, on veut suivre et on veut vraiment faire du partenariat avec ces assos. Mais on a lancé un projet de récupération de canettes. Les canettes aluminium, Coca, Schweppes, tout ce que vous voulez, avec des petits conteneurs logotés qu'on a mis dans des écoles, qu'on a mis chez nos clients, qu'on a mis voilà, un peu partout, sur tout le territoire. Ces canettes, on les a récupérées. On a fait une sculpture avec un artiste, bien sûr, plasticien. Et on a créé un cœur de 5 mètres sur 6. L'idée, c'était de dire, avec des déchets, on peut faire de l'art. Il faut savoir que dans la RSE, la partie culture, ou dans les ODD, la partie culture est un peu le parent pauvre. Or, la culture est en danger. Et ça fait déjà quelques années. Donc, on a vraiment ce côté-là. Et là, c'était pour prouver que le geste pouvait être gratuit. Chacun peut le faire. Et derrière, on retrouve quelque chose d'intéressant, quelque chose sur lequel, que ce soit les agences, que ce soit les... Parce que le cœur, on se promène. On le promène, alors ça ne se promène pas tout seul. Il a fait Metz, il a fait... là, il est au Mans, il a été à Bordeaux. On fait des opérations derrière avec des associations sur différents thèmes. Et voilà, donc c'est vraiment... L'interne, je vous dis, faire sur l'externe, avoir des labellisations pour mettre sur la proposition co, ouais, c'est bien. Maintenant, parce que l'intervenant de ce matin de l'entreprise Le Galet, anciennement de l'entreprise Le Galet, parlait de l'époque ISO 9001, la folle époque. Je peux en parler aussi, parce que je suis malheureusement plus tout jeune. Et à l'époque... je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous vous souvenez, vous en avez encore quelques restes, les fameuses enquêtes de satisfaction client. On en recevait des wagons, personne ne répondait. Bah, si on essayait d'en avoir quand même pour l'audit, parce que la FNOR, voilà. Et ils étaient contents. Un échantillonnage, quoi. Ah. Bah, à l'heure actuelle, c'est un peu la même chose pour les RSE. Là où mon bilan carbone est le plus catastrophique, à titre personnel, c'est tous les déplacements que je fais pour aller sur des messes RSE. Bon, je suis venu en train quand même. C'est bien. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aussi à des aberrations. Là, on a reçu un appel d'offres où l'entreprise, une grosse entreprise du bâtiment, nous demande au trimestre un compteur de la consommation carbone de nos intérimaires pour aller sur les chantiers. Je fais comment? Je leur mets un compteur. Mais c'est dans l'appel d'offres. C'est dans l'appel d'offres. Et là, on se dit qu'il y a quelqu'un qui a pondu ça, qui a sûrement dû faire des études. Et voilà. Je réponds non, je réponds oui. Un peu d'achat responsable pour être sûr de la... Non, en fait, j'ai un bilan carbone qui me dit qu'en moyenne, j'ai une consommation de temps par intérimaire carbone. Je fais une règle de 3. Comme ça, exagérer n'est pas mentir. Mais c'est complètement faux. Enfin, on en est là. Mais ils vont recevoir, ils vont être contents d'avoir voilà, la partie RSE qui va être magnifiquement remplie. Il ne faut pas que ça parte sur des aberrations. Il faut rester cohérent. Et puis, enfin, faut rester cohérent avec la vraie vie. Quand on parle de mobilité décarbonée, par exemple, moi je vais vous parler de mobilité tout court. La problématique de l'embauche, la problématique des jeunes et des moins jeunes, c'est souvent le fait de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un véhicule. Quand on parle de la problématique des bâtiments HQE, c'est tout simplement déjà d'avoir un logement. Il faut savoir que sur la population, en général, la population intérimaire, et chez nous, 30% le sont par choix, par volonté. Vous leur proposez un CDI, ils n'en veulent pas. Ils veulent garder leur liberté. Et ces gens-là, en général, sont des professionnels. Ensuite, on va avoir toute une population, alors, soit de gens licenciés qui recherchent du travail, il y avait beaucoup moins, mais là, ça va revenir, et aussi des jeunes qui, ça peut être pour un premier emploi, voire 3-4 entreprises, dire, ah bah finalement, celle-là, c'est vrai qu'elle est sympa, et du coup, j'y reste. Mais c'est aussi une foultitude de jeunes diplômés, surdiplômés, dans des filières où il n'y a pas de travail. Et qui finalement décident de changer d'orientation. On a un budget formation, on doit être aux alentours du million, je crois, sur l'année, justement, pour former, que ce soit les intérimaires, à de quelque niveau que ce soit. Donc, y a le monde de la RSE est un monde quand même de bisounours.
Hein, tout est beau, tout est magnifique, tout est vert. La réalité, c'est qu'on doit se battre toujours au quotidien, déjà sur des basiques, sur des choses tout bêtes. J'ai une idée géniale de récupérer les mégots de cigarettes. Ça se recycle. Ah ouais. Sauf que c'est interdit de mettre un cendrier sur un domaine public. C'est-à-dire que sur le trottoir à l'entrée de l'agence qui se trouve en centre-ville, je n'ai pas le droit. Je fais comment ? Et voilà, là où ça peut être frustrant en termes de QSE, c'est qu'on peut avoir des idées, faire des projets et autres. On a un projet, par exemple, d'ombrière solaire au niveau d'un parking. Ça arrive en limite de propriété. On n'a pas le droit. Ça gêne personne, mais ça arrive en limite de propriété. Ce qui veut dire qu'on a la réglementation qui, derrière, va faire que... Voilà. Après, on n'abandonne pas, on va trouver une solution. C'est se battre au quotidien. On se bat au quotidien. C'est ça que je retiens, mais quelque part, c'est assez logique aussi. C'est de la transformation. C'est un terme qu'on a entendu aussi toute la matinée, cette transformation. Denis, les difficultés rencontrées. Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées ? Alors, dans votre, justement, particularité de SMPP et donc de la RSE à l'intérieur du système, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou quels ont été les freins dans ce projet, s'il y en a eu ? Forcément, oui. Déjà, RSE, QSE, c'est banni chez nous. Voilà, donc on parle de raison d'être, de performance plurielle, on ne parle pas de normes. Donc, c'est sûr que les certifications, souvent, c'est des freins. Donc, comme on est effectivement quadruple certifié dans tous nos métiers et sur tous nos sites, c'est souvent un frein. Donc, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, les RSE, c'est plus une norme plus sur la stratégie, les enjeux, là, et les normes QSE, c'est des exigences. Donc, c'est souvent un frein. C'est pour ça qu'on se pose la question un jour, perçu par l'entreprise et qui ne donne pas de sens à nos salariés. Parce qu'on vient, un auditeur qui vient, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la certif, là, qui vient, voilà, le 9001, vous devez avoir une revue de direction, elle doit être sur quelle forme, voilà, c'est pas fait comme il faut, bah, voilà, donc, et quand vous allez dire ça à un dirigeant, bah oui, bah, qu'est-ce que j'ai de plus ? Donc voilà, donc c'est surtout vraiment aujourd'hui, voilà, c'est donner du sens à ces parties prenantes, un liant, et voilà, qu'on serve, expliquer à quoi on sert, voilà, donc, et surtout, donc, c'était de faire comprendre à les salariés, donc, voilà, qui sont utiles. Est-ce qu'on peut dire que la RSE est un liant qui permet de redonner du sens à des systèmes existants déjà depuis un moment, finalement ? Bah, parfaitement, oui, ça va recréer du sens et ça va leur donner une vision un peu globale, et on va même changer, on arrête de faire des causeries, on va faire des journées de raison d'être, sur la raison d'être. On va essayer de leur expliquer et faire comprendre aux salariés en quoi je suis utile, en quoi mon site est utile pour les dimensions de notre performance plurielle. Donc voilà, ça donne du sens et ça donne de l'attache à l'entreprise aussi. Bah, tiens, chez Veolia, sur l'attractivité ou sur le fait de retenir justement les personnes, on arrive justement à voir là-dessus une amélioration. Bah, ça permet de garder les gens dans l'entreprise qui aient du sens, qui comprennent le pourquoi de notre raison d'être. Merci Denis. Même chose Céline sur la partie un peu difficulté, frein. Oui, ce que je disais, le premier frein, c'était la compréhension. Il fallait comprendre que ce n'était pas un système en plus. Quand je leur ai parlé des RSE, ils se sont dit, elles m'ont encore inventé une nouvelle norme, on va encore être obligé de se faire certifier sur un nouveau truc. Je leur ai dit pas du tout. C'est vraiment, pour moi, la RSE, c'est le prolongement du QSE. Et ça nous permet de prendre de la hauteur. Et le premier frein, c'était vraiment la compréhension de ce que j'essayais de leur expliquer. Je pense que ce qui nous a aidés pour lever les freins, en tout cas moi dans mon activité, c'est nos clients. Parce nous on est tout petits, hein, mais on a des clients énormes. Et les clients, les grosses boîtes, ils sont beaucoup plus avancés que les tout petits. Et moi, ça m'a permis quand même de lever ces freins-là, parce qu'on s'est bien rendu compte que les clients, ils étaient bien plus avancés que nous et puis qui nous tiraient en avant. Donc là, on a travaillé, c'était un travail
collaboratif avec nos clients pour comprendre ce qu'eux ils faisaient et puis pour nous essayer de nous aligner pour faire presque pareil, en tout cas avec notre méthode à nous, quoi. Alors, on peut dire aussi en parallèle que l'évolution des normes, puisqu'on a parlé un peu aussi révision, les révisions vont dans le sens aussi de ces passerelles ou de ces liants, notamment l'introduction dans la structure HLS de l'impact sur le changement climatique, les liens à la déclaration de Londres de l'ISO en lien avec l'ONU, qui fait que forcément la normalisation et les normes évoluent en leur temps. Alors c'est vrai que le triptyque QSE classique qu'ont eu les entreprises, qui représente un socle aujourd'hui important et par lequel vous êtes passés tous les trois dans vos structures. Là aussi, est-ce que la RSE, chez vous, Sylvain, a amené déjà la notion de difficulté, mais est-ce que ça a amené un petit peu plus de liens? Est-ce qu'on a constaté plus d'attractivité, plus de gens qui restaient plus longtemps chez vous? Comment c'est pareil, c'est difficile à mesurer. De dire que les gens restent un peu plus grâce à la RSE, j'en suis persuadé, mais le mesurer n'est pas simple. Par contre, le fait d'avoir des réflexions de personnes qui disent « je ne savais pas qu'on faisait ça chez nous, c'est génial, et je ne savais pas qu'on avait ce projet. On a par exemple le projet Cartable et Ballon. » Alors Cartable et Ballon, c'est quoi? C'était de dire on donne de l'argent à une assoce, mais d'aide scolaire, pardon, pour du sport. Au départ, c'était le foot. Mais en disant, OK, ces gamins-là auront 1 heure d'entraînement avec le maillot, avec tout ça qui est payé et autres, mais à condition d'avoir les révisions scolaires pendant 1 heure avant. C'est-à-dire ça s'adresse à des écoles où on a des gamins en difficulté et autres, parce qu'on estime que l'avenir, c'est eux, et donc on doit les aider. Ça, c'est le côté positif. Après, le côté négatif, c'est quoi mon boulot? C'est de faire paravent. Je fais paravent parce que si je montre les référentiels directs comme ça, avec le verbiage utilisé, tout le monde se sauve. J'ai plus personne dans la salle. Ma direction en premier. On est là pour le pré-mâché. Voilà, on est là pour le pré-mâché. Parce que, simplement, là, par exemple, je dois répondre à un questionnaire sur lequel une des premières questions, c'est de dire quel est le pourcentage d'hommes dans le conseil d'administration, quel est le pourcentage de femmes dans le conseil d'administration et quel est le pourcentage de non-binaires dans le conseil d'administration. Si vous voulez, il vaut mieux avoir un petit peu d'humour avant d'arriver dans son conseil d'administration qui est non-binaire. Mais c'est la réalité. C'est la réalité du quotidien. Et là, effectivement, faut faire avec. Sachant que d'un autre côté, par rapport au recrutement et par rapport à la discrimination, il y a plus de 25 critères en France de discrimination. C'est-à-dire que j'ai la réglementation d'un côté, et heureusement qu'il y a ces critères-là, et puis j'ai ça qui arrive, et je fais l'arbitre, je fais le paravent pour essayer de dédramatiser et pour faire en sorte que ça passe, parce que on fait plein de choses bien naturellement, et les choses bien naturellement, hop, on met ça dans les RSE. Merci Sylvain. On a un peu empiété sur le temps. Enfin, je savais que j'avais 3 bavards et je me mets dedans aussi. Mais c'est toute l'importance d'avoir écouté vos 3 retours d'expérience. Je vous remercie beaucoup. On avait vraiment 3 visions, 3 orientations différentes, avec parfois quelques constats similaires. Merci beaucoup. Merci à vous. De vos retours. Merci. Merci à vous.